Ces bourreaux ne reculaient devant rien pour faire de l'existence de la frêle jeune fille un enfer. La pauvre gamine s'affalait sur le pavé gelé tandis que ses camarades l'encerclaient, ricanant. Ils lui fracassaient des œufs coulant sur la tête, observant le liquide jaune ruisseler sur son visage tremblant, puis déchiraient des paquets de levure chimique, l'aspergeant complètement. Malgré l'humiliation constante, elle ne manifestait aucune résistance. Cela galvanisait les bourreaux, qui l'aspergeaient de pâtes de crevettes puantes, la transformant en ce qu'ils appelaient d'un air méprisant leur gâteau de fête ambulant, en l'honneur de l'occasion spéciale de leur chef bourreau. Le prénom de la jeune fille malheureuse était Bérengère. Elle avait une sœur, prénommée Coralie, et bien qu'elles se ressemblassent comme deux gouttes d'eau, leurs caractères étaient diamétralement opposés. Ayant grandi sans personne, elles avaient été placées dans des foyers différents après leur naissance. Coralie avait eu de la chance, ayant été recueillie par une famille riche résidant dans la grande ville de Clérivage, tandis que Bérengère avait connu une enfance difficile à l'orphelinat rosé du matin. Elle avait dû mûrir rapidement, s'occupant des plus jeunes, alors qu'elle était à peine sortie de la petite enfance. En raison de ses débuts difficiles, le caractère de Bérengère était devenu timide et renfermé, faisant d'elle une cible facile pour les bourreaux de la cour d'école. Pendant ce temps, sa sœur Coralie avait vécu une vie de rêve, mais avait grandi froide et distante. Parce qu'elle était constamment dorlotée par sa mère adoptive qui organisait tout pour elle, Coralie était devenue impitoyable et insensible à la douleur des autres. Ce jour-là, Coralie était en voyage scolaire en plein air, en randonnée sur de magnifiques sentiers de montagne, tout en regardant une retransmission en direct de l'épreuve de gymnastique de sa meilleure amie. Voyant son amie obtenir le meilleur score, Coralie n'a pu contenir sa joie et a crié fort, provoquant des regards amusés des autres. En contraste flagrant, Bérengère endurait un autre round de sévices continus. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de leur chef bourreau, et ses acolytes avaient décidé de transformer Bérengère en un gâteau ambulant et parlant. Ils lui ont brutalement cassé des œufs sur la tête, l'ont recouverte de levure chimique et l'ont aspergée de pâtes de crevettes à l'odeur suffocante. En regardant l'état pitoyable de Bérengère, la chef bourreau de l'école, Priscille, resta silencieuse, comme si elle pouvait ressentir de la sympathie. Mais après quelques instants, elle éclata d'un rire sauvage et fit des gestes exagérés de la main pour remercier ses partenaires. L'épreuve ne s'arrêta pas là. Bérengère a été forcée de se changer en vêtements de sport, puant la pâte de crevettes, et d'entrer dans la salle de classe où personne n'a montré de pitié. Au lieu de cela, il se couvrait drastiquement le nez à cause de l'odeur persistante. Même sa voisine de table a demandé à Bérengère de se tenir à l'écart, comme si son sort pouvait être contagieux. Pour aggraver les choses, après les cours, la professeure, Madame Dubois, l'a appelée à part pour une petite discussion. Elle a critiqué l'état de Bérengère, disant que ses vêtements étaient sales et qu'elle dégageait une odeur épouvantable. Dans toute l'école, elle n'entendait que des remarques moqueuses et des commentaires grossiers. Le lendemain, Bérengère est tombée malade et est restée à la maison. Dès qu'elle a dépassé le bâtiment de l'orphelinat pour prendre l'air, elle a remarqué l'équipe familière de bourreaux qui se rapprochait. Ils prétendaient faire du bénévolat pour rendre visite à la maison d'enfants. Mais en réalité, ils cherchaient une autre occasion de brutaliser Bérengère. Se sentant encore faible, Bérengère a enduré leur présence en silence, ne voulant pas causer de problème à Madame Marguerite, la directrice du centre. La situation était compliquée par le fait que le père de Priscille, Monsieur le maire, était un grand bienfaiteur de la maison de bienfaisance, ne laissant à Bérengère d'autre choix que d'endurer ce qui allait lui arriver. Priscille se vantait fréquemment de l'argent des bourses de son père et de la façon dont il cherchait constamment des endroits à soutenir. Entendant cela et déterminée à améliorer les choses pour le centre d'accueil, Bérengère s'est arrangée pour parler à Priscille en privé ce soir-là. Elle a humblement supplié Priscille de dire du bien à son père, espérant obtenir des fonds plus importants.
Cependant, Bérengère avait été bien trop innocente. Priscille a utilisé l'excuse d'emprunter le gadget de Bérengère pour soi-disant demander l'avis de son père sur le financement. Cependant, elle a en réalité envoyé des messages moqueurs à toute la discussion de groupe des bourreaux, enflammant davantage leur haine envers Bérengère. Lorsque les deux parties ont remarqué la tromperie, une violente dispute a commencé. Pendant la bagarre, Priscille a dégringolé en arrière dans des barres métalliques pointues. Bérengère, malgré tout ce que Priscille avait fait, a instinctivement protégé son bourreau avec son propre corps, pensant que cet acte pourrait changer le cœur de Priscille. Au lieu de cela, Priscille s'est appuyée sur le pouvoir de ses parents pour faire pression sur l'école afin qu'elle expulse Bérengère, réalisant que Bérengère ne pouvait pas lutter contre des rivaux aussi riches et connectés. Incapable de gagner contre le pouvoir de la famille Lemaire, Bérengère a supplié Madame Dubois d'assister à un dernier cours avant son expulsion inévitable. Cependant, quand elle est retournée dans la salle de classe pour son dernier jour, les bourreaux l'attendaient avec un stratagème encore plus élaboré. Ils avaient écrit des phrases haineuses sur tout son bureau et l'avaient piégé, voulant déchirer ses vêtements et documenter l'attaque. Heureusement, Bérengère a rassemblé toutes ses forces pour les repousser et s'enfuir. Elle a trébuché désespérément dans la cour de l'école, la tension mentale faisant finalement que ses mouvements sont devenus flous et illogiques. Pendant ce temps, Coralie venait de sortir de la voiture de luxe de sa famille lorsqu'elle a reçu un étrange message d'un expéditeur inconnu. Ses sentiments sont devenus amers en le lisant et le gadget coûteux est tombé de ses mains tremblantes. Quand elle est remontée dans la voiture, elle a montré une irritation évidente envers sa meilleure amie, ce qui est complètement étrange pour son comportement souvent calme. Ce soir-là, alors qu'elle se détendait dans le salon chic du manoir de sa famille, Coralie a soudainement reçu un appel téléphonique urgent. Après avoir attrapé son gadget et s'être précipitée à l'extérieur, sa meilleure amie, Laure, s'est inquiétée et l'a suivie discrètement. Laure a vu Coralie rencontrer une personne étrange dans une discussion animée avant de s'éloigner frustrée. Le lendemain, la classe de Coralie a pris un magnifique téléphérique jusqu'à la montagne pour leur sortie scolaire annuelle. Le visage de Coralie portait une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. Malgré leur longue séparation, elle pensait encore clairement à Bérengère, bien qu'elle ne se soit jamais vraiment rencontrée en tant que jeune femme. Ironiquement, elles étaient toutes les deux dans le même café de montagne à un moment donné, mais les sœurs se sont croisées sans connaître leur lien. Quand il fut temps de prendre la photo de classe au magnifique point de vue, tout le monde paniqua lorsqu'ils ne trouvèrent Coralie nulle part. Toute la classe s'est immédiatement précipitée pour fouiller les sentiers de montagne, mais même après avoir fouillé presque tous les endroits accessibles, ils ne l'ont pas trouvée. La nouvelle de la disparition étrange de Coralie est rapidement parvenue à sa mère adoptive par le biais d'appels scolaires inquiets. Madame Beaufort s'est précipitée à la montagne, complètement anéantie par la tristesse et incapable de parler clairement à travers ses pleurs. Pendant ce temps, le meilleur ami et admirateur secret de Coralie, Mathis, ne pouvait cacher son anxiété intense en apprenant sa disparition. Pensant constamment à la sécurité de Coralie, il a complètement perdu sa concentration et a manqué son important événement de gymnastique pour lequel il s'était entraîné toute l'année. Incapable d'accepter le fait dévastateur, Madame Beaufort a constamment cherché des nouvelles de sa fille chérie, embauchant des détectives privés et organisant des équipes de recherche de bénévoles. Puis un jour, après des semaines d'horribles doutes, elle a reçu un appel tant attendu de l'hôpital principal de Clérivage. Enfin, ces jours d'inquiétude écrasante semblaient toucher à leur fin. Mais le soulagement fut brièvement et cruellement interrompu, car Madame Beaufort reçut bientôt de terribles nouvelles. Sa fille souffrait de graves problèmes de mémoire en raison d'un choc mental et d'un stress extrême. Les médecins ont expliqué qu'elle pourrait éventuellement retrouver la mémoire ou qu'elle pourrait oublier définitivement tout de sa vie antérieure, y compris sa propre identité. Alors que Coralie se préparait à quitter l'hôpital en fauteuil roulant, toujours faible et désorientée, elle rencontra Priscille par pur hasard,
dans le couloir de l'hôpital. Prenant Coralie pour Bérengère à cause de leur apparence identique, Priscille a immédiatement commencé ses brimades habituelles, ne connaissant pas son erreur. Madame Beaufort est apparue juste à temps pour éloigner Priscille de sa fille confuse. Ce n'est qu'alors que Priscille réalisa qu'elle avait complètement confondu la personne. Elle a rapidement marmonné des excuses embarrassées et s'est enfuie dans le couloir de l'hôpital dans une humiliation évidente. Au même moment, Mathis ne savait toujours pas que Coralie avait été retrouvée saine et sauve. Il était assis seul dans sa maison vide, regardant de vieilles photos et se souvenant de cette soirée émouvante il y a des années où il avait fait un vœu solennel. Pour accomplir ce vœu d'enfance, de gagner une médaille d'or nationale et de la donner à Coralie en signe de son amour, il s'était entraîné dur pendant des années. Il s'est précipité au chevet de son hôpital dès qu'il a eu sa médaille, mais contrairement aux attentes sincères de Mathis, Coralie l'a traité avec une indifférence froide complète. Elle a affirmé qu'elle ne pensait pas du tout à lui et qu'elle ne se souciait pas des vœux de leur passé commun. Ces phrases cruelles ont profondément blessé le cœur loyal de Mathis. Soudain, il remarqua une nouvelle marque sur le cou de Coralie qui n'était pas là avant sa disparition. Curieux et inquiet, Mathis demanda doucement ce qui avait causé une telle blessure. En entendant sa question, Coralie recula instinctivement et lui dit froidement qu'il ne pouvait pas l'aider avec quoi que ce soit d'important. Mathis ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi Coralie avait changé si radicalement par rapport à la personne chaleureuse et attentionnée dont il se souvenait. Après avoir reçu la merveilleuse nouvelle que Coralie était revenue saine et sauve, Mathis s'est précipité à l'hôpital. Cependant, Coralie, ayant perdu tous ses précieux souvenirs, ne pensait pas du tout à lui lorsqu'ils se tenaient ensemble dans le même ascenseur. C'était comme s'ils étaient de parfaits étrangers qui n'avaient jamais partagé des années d'amitié. Mathis se souvenait douloureusement des phrases exactes que Coralie avait prononcées ce soir-là avant sa disparition. Pensant initialement qu'elle le taquinait juste de manière ludique, comme elle le faisait souvent, il s'était précipité et l'avait serré fort dans ses bras avec soulagement. Mais après avoir appris la vérité choquante sur sa perte de mémoire, Mathis fut absolument dévasté de découvrir qu'elle avait oublié toute leur relation. Lorsque Coralie lui a demandé directement s'ils avaient été des amis proches, Mathis et Laure se sont enfuis de la chambre d'hôpital, incapables de supporter de voir sa confusion. Madame Beaufort voulait désespérément que sa fille retrouve ses souvenirs perdus le plus rapidement possible. Alors, elle a ramené Coralie dans leur maison familiale. Ensemble, ils ont passé des heures à regarder de vieux albums photos, essayant de provoquer un souvenir. Coralie se demandait à haute voix pourquoi il n'y avait pas de photos d'elle en tant que jeune enfant dans aucun des albums de famille. Sa mère lui a alors doucement expliqué que Coralie avait été retrouvée abandonnée dans un champ de pommes de terre à l'âge de 5 ans, sans aucun souvenir de sa vie avant cette terrible découverte. Avant que Coralie ne puisse traiter davantage cette révélation choquante, sa mère a insisté sur le fait qu'elle devait retourner à l'école immédiatement pour reprendre sa routine normale. À l'école, Coralie a rencontré une fille amicale de l'hôpital qui s'était également remise d'un accident. Toute la classe a été absolument choquée de voir le changement radical chez leur ancienne camarade de classe. L'ancienne Coralie avait été si dure, rebelle et intimidante, mais maintenant, elle apparaissait aussi timide qu'une souris effrayée. Auparavant, elle ne s'était jamais souciée de saluer poliment qui que ce soit, mais sa transformation complète a laissé tout le monde sous le choc. Voyant qu'elle avait perdu la mémoire, certains des camarades de classe bien intentionnés de Coralie ont essayé de l'aider à se rétablir en l'emmenant à une session de chant populaire. Cependant, comme aucun n'avait apporté suffisamment d'argent pour payer la salle privée, tout le groupe a fini par être escorté au poste de police locale. Trop effrayés et embarrassés pour appeler leurs parents à l'aide, ils n'ont eu d'autre choix que de contacter leur professeur, M. Olivier, pour les secourir. Cependant, le salaire modeste du professeur n'était pas suffisant pour couvrir la facture coûteuse, et quand il a vu le montant total dû,
Monsieur Olivier était complètement stupéfait. Il a désespérément demandé au propriétaire du champ s'il pouvait payer une partie immédiatement et organiser des versements mensuels pour le reste. En attendant le bus de fin de soirée pour les ramener à la maison, Coralie a été ravie de découvrir qu'elle avait quelqu'un qui se dirigeait dans la même direction que sa maison. Mais leur relation n'était pas aussi amicale qu'elle le pensait de manière optimiste. Avant qu'elle ne perde la mémoire, leur lien avait été assez compliqué et souvent antagoniste. Le lendemain matin, sans avoir besoin d'aucun réveil, Coralie s'est réveillée naturellement d'elle-même à exactement 5 heures. Voyant qu'il était encore tôt et se sentant inhabituellement énergique, elle a décidé de sortir son vélo pour faire de l'exercice matinal dans le quartier. De manière inattendue, elle a croisé Mathis à la porte d'entrée qui se rendait également à sa routine d'entraînement quotidienne. Les deux ont donc fini par faire de l'exercice ensemble, créant une routine matinale maladroite mais agréable. Quand elle est arrivée à l'école plus tard, Coralie a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir son casier personnel, mais après plus de 200 tentatives frustrées, elle ne se souvenait toujours pas de la bonne combinaison et a abandonné dans une frustration complète. Soudain, Coralie réalisa que sa nouvelle amie, qui était allée chanter avec elle la nuit précédente, n'avait pas été à l'école pendant plusieurs jours consécutifs. Avant même qu'elle ne puisse s'asseoir à son bureau pour commencer la journée, cette même amie est entrée nerveusement dans la salle de classe aux côtés de Monsieur Olivier. Le professeur a demandé directement à Coralie de déverrouiller son casier afin qu'il puisse enquêter sur des objets manquants. Quand elle a expliqué honnêtement qu'elle ne se souvenait pas du mot de passe à cause de son amnésie, le professeur a demandé au chef de classe d'apporter un lourd marteau du placard d'entretien. Mais l'ami de Coralie, un garçon nommé Gaspard, a rapidement attrapé une chaise en métal et a fracassé la porte du casier avec une force surprenante. Lorsque la porte cabossée s'est finalement ouverte, tout ce qui était visible à l'intérieur était une seule boîte étrange, contenant ce qui semblait être un collier de diamants extrêmement cher. Une fille nommée Sarah a immédiatement pris la parole, affirmant haut et fort que le collier appartenait à sa mère et avait été volé à leur domicile familial. Instantanément, tous les regards dans la salle de classe se sont tournés vers Coralie, mais elle ne se souvenait sincèrement de rien sur les bijoux ni de la façon dont ils auraient pu finir en sa possession. Monsieur Olivier a ordonné à Coralie de venir immédiatement dans la salle des professeurs pour une discussion sérieuse sur le vol. Cependant, Mathis a rapidement attrapé sa main tremblante et l'a tirée à l'extérieur avant qu'elle ne puisse être interrogée davantage. Coralie a demandé à Mathis avec confusion pourquoi elle devait s'enfuir alors qu'elle voulait rentrer à l'intérieur et clarifier correctement le malentendu. Mais comme Coralie ne se souvenait de rien de concret pour se défendre, Mathis ne voulait pas qu'elle devienne le sujet de commérages malveillants dans toute l'école. À ce moment crucial, Sarah donnait son récit détaillé à Monsieur Olivier dans la salle des professeurs. Elle a affirmé que Coralie l'avait systématiquement forcée à remettre de l'argent pour les dépenses personnelles de Coralie, menaçant de l'agresser physiquement si elle ne se conformait pas aux exigences. Comme Sarah a affirmé qu'elle n'avait plus d'argent à donner, elle a dit qu'elle avait été forcée de prendre les précieux bijoux de sa mère pour les utiliser comme garantie pour les habitudes de dépenses de Coralie. Cependant, comme Coralie avait complètement perdu la mémoire, Monsieur Olivier s'est senti obligé d'appeler les deux ensembles de parents pour discuter de cette affaire grave. Mais Sarah a catégoriquement refusé d'impliquer leur famille dans l'enquête. Pendant ce temps, Coralie regardait à travers la fenêtre de la salle de classe alors que la mère de Sarah arrivait à l'école dans une fureur évidente, exigeant des réponses immédiates. Coralie s'est tournée vers ses deux amis les plus proches, Mathis et Laure, et leur a posé des questions directes sur sa relation passée avec Sarah, se demandant si elle avait vraiment intimidé et extorqué de l'argent à la fille avant son accident. Son ami proche, Laure, a complètement et catégoriquement nié les accusations. Toujours remplie de doutes lancinants sur son propre personnage, Coralie était désespérément désireuse d'obtenir des informations plus détaillées directement de Sarah elle-même.
Mais chaque fois qu'elle essayait d'appeler le numéro de téléphone de Sarah, les appels allaient directement à un message de messagerie vocale automatisé. Le lendemain matin, Coralie et Mathis se sont retrouvés pour leur routine d'exercice quotidienne autour du parc du quartier. Tout en prenant une pause sur un banc en bois, Mathis remarqua avec alarme que la marque distinctive sur le cou de Coralie avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Mais quand il mentionna cette étrange observation, Coralie n'avait absolument aucun souvenir d'avoir jamais eu une telle blessure. Quand elle est arrivée à l'école ce jour-là, elle a entendu certains camarades de classe bavarder à voix basse sur son comportement criminel présumé. Elle a commencé à se demander sérieusement quel genre de personne elle avait vraiment été avant de perdre la mémoire. Se sentant complètement abattue et confuse au sujet de sa propre identité, Coralie est montée sur le toit de l'école pour un peu d'intimité et de réflexion tranquille. Là, elle a rencontré de manière inattendue Gaspard, qui l'évitait depuis l'incident du casier. De leur conversation maladroite, elle a appris que c'était en fait lui qui avait cassé la porte de son casier il y a de nombreux mois lors d'un incident précédent. Elle lui avait apparemment crié dessus assez durement à l'époque et cette brève confrontation était la seule interaction directe qu'ils avaient jamais partagée. Pendant ce temps, l'administration de l'école menait une enquête approfondie sur le vol du collier cher de la mère de Sarah. En analysant les comptes de dépenses et les publications sur les médias sociaux de divers élèves, ils ont découvert que chaque fois que leur groupe sortait ensemble, Sarah était systématiquement celle qui payait les repas et les divertissements de tout le monde. Elle achetait même occasionnellement des cadeaux généreux aux autres membres de leur groupe d'amis. Cependant, Coralie était notamment la seule personne qui n'acceptait jamais rien de la générosité de Sarah et n'invitait jamais Sarah à se joindre à leurs activités sociales. En raison de ce schéma suspect, certains camarades de classe observateurs ont commencé à spéculer que Coralie avait systématiquement extorqué de l'argent à Sarah et prétendait maintenant commodément avoir perdu la mémoire pour éviter les conséquences. Laure, en entendant ces rumeurs malveillantes se répandre dans l'école, a immédiatement confronté les élèves bavards et a défendu le personnage de son ami. Pour une raison inexplicable, le fait d'être témoin de cette scène d'amitié a déclenché un étrange souvenir fragmenté dans l'esprit confus de Coralie. Un souvenir vif de quelqu'un qui lui ressemblait exactement, étant brutalement intimidé par un groupe d'élèves cruels. Se pourrait-il que Coralie soit en fait Bérangère, la fille de l'orphelinat? Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, Coralie a essayé désespérément de cacher ce qui s'était passé à l'école. Mais elle n'a finalement pas pu cacher les événements troublants à sa mère inquiète. Madame Beaufort a doucement demandé pourquoi sa fille ne s'était pas confiée à elle au sujet de ses problèmes graves. Coralie a répondu honnêtement que comme elle ne se souvenait pas de ses actions passées, elle avait vraiment peur que si elle avait réellement commis un vol, cela décevrait profondément la mère qui lui avait témoigné un amour si inconditionnel. Réconfortée par les paroles rassurantes et le soutien indéfectible de sa mère, Coralie a commencé à croire qu'elle n'avait vraiment pas intimidé ou volé Sarah. Le lendemain à l'école, Laure remarqua que quelqu'un avait secrètement placé des lys blancs sur le bureau de Coralie, des fleurs traditionnellement associées à la mort et au deuil dans leur culture. Après avoir mené une enquête discrète dans l'école, Laure découvrit que Sarah était responsable de ce message de mauvais augure. Laure et Mathis ont donc mis Sarah à l'écart pour une confrontation sérieuse au sujet de son comportement de plus en plus étrange. Laure a directement demandé à Sarah pourquoi elle avait placé des fleurs funéraires sur le bureau de Coralie et a exigé de savoir ce qu'elle avait réellement fait au casier personnel de Coralie avant l'incident de la perte de mémoire. Sarah a nié avec véhémence toute implication dans l'une ou l'autre situation, affirmant une innocence complète. Les amis loyaux de Coralie ont alors demandé si Sarah avait délibérément menti au professeur à propos de leur avoir forcé à payer leur session de chant, ce qu'il ne lui avait jamais fait. Mais Sarah a affirmé
qu'il l'avait toujours traitée comme si elle était complètement invisible, l'entraînant dans des événements sociaux uniquement pour payer toutes leurs factures sans aucune amitié véritable. Sarah a admis qu'elle avait désespérément envie de sortir avec eux en tant que véritable amie, plutôt qu'une simple source de financement. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que l'administration de l'école lance une enquête complète parce qu'elle avait peur qu'ils découvrent qu'elle n'avait pas de vrais amis, seulement des gens qui l'utilisaient pour de l'argent. Mais maintenant, elle avait complètement changé d'avis sur leur protection. Sarah a dit aux amis de Coralie de se préparer à une punition sérieuse lorsque la vérité finirait par éclater. Ce soir-là, Coralie a surpris Sarah en train de se faufiler dans la zone de son casier après les heures d'école. Elle a exprimé sa suspicion croissante que peut-être les deux avaient en quelque sorte échangé des casiers avant l'incident du pique-nique en montagne. Incapable de maintenir plus longtemps ses mensonges, Sarah a finalement avoué la vérité avec des larmes coulant sur son visage. Elle a admis qu'elle était intensément jalouse de tout ce que Coralie possédait, sa beauté, sa confiance, ses capacités de leadership naturel et les amitiés véritables qu'elle avait cultivées. Sarah voulait que Coralie connaisse la même misère et la même solitude écrasante qu'elle avait elle-même endurée pendant des années. Quand quelque chose de vraiment triste et accablant se produit, tout le monde a besoin d'un endroit sûr pour traiter ses émotions et tout laisser sortir. Coralie n'était pas différente des autres dans ce besoin humain fondamental. Elle a cherché Mathis pour lui confier ses révélations dévastatrices et sa confusion au sujet de sa propre identité. Alors qu'il s'éclaboussait de manière ludique à la fontaine de l'école, essayant d'alléger l'atmosphère lourde, Coralie a soudainement glissé sur le trottoir mouillé et est tombée directement dans le profond bassin ornemental. Alors qu'elle luttait désespérément dans l'eau fraîche, incapable de nager correctement, ses souvenirs complètement perdus sont soudainement revenus comme un barrage brisé. Il s'est avéré qu'incapable de supporter plus longtemps la cruauté implacable du groupe dirigé par Priscille, elle avait en fait sauté dans la rivière déchaînée qui coulait derrière la maison des enfants, dans l'intention d'échapper à ce monde de façon permanente. Mais miraculeusement, la personne qui lui avait sauvé la vie ressemblait étrangement à son propre reflet. En vérité, elle était Bérengère, la fille intimidée de l'orphelinat rosé du matin, et la personne qui l'avait sauvée d'une mort certaine était sa sœur jumelle identique, Coralie. La vie confortable que Bérengère vivait maintenant était en fait la vie que la vraie Coralie avait laissée derrière elle lorsqu'elle a disparu. Tout ce que Bérengère avait vécu, la mère aimante, la belle maison, les possibilités d'éducation, tout cela appartenait de droit à sa sœur. Abasourdie par ses souvenirs retrouvés accablants, Bérengère est rentrée chez elle dans un état second, ne sachant pas si ses souvenirs vifs étaient des expériences réelles ou simplement des fantasmes élaborés créés par son esprit traumatisé. Elle a cherché frénétiquement dans les effets personnels de Coralie jusqu'à ce qu'elle trouve un journal caché rangé à l'arrière d'un tiroir de bureau. Après avoir lu attentivement les entrées du journal, Bérengère a confirmé avec une certitude absolue que ses souvenirs étaient en effet la vérité complète. Elle était Bérengère, la fille qui avait grandi dans l'environnement difficile d'un orphelinat, pas Coralie, la fille privilégiée d'une famille riche. Mais grâce à la perte de sa mémoire et à l'échange accidentel de vie, Bérengère avait enfin appris à connaître le bonheur incroyable d'avoir une figure maternelle vraiment aimante dans sa vie. Elle a serré Madame Beaufort fort dans ses bras, surprenant grandement la femme avec cette soudaine démonstration d'affection intense. Le lendemain, Bérengère a avoué toute la vérité compliquée à M. Olivier dans son bureau privé. Elle a soigneusement expliqué qu'elle et Sarah avaient en effet échangé des casiers avant le voyage en montagne. Mais l'arrivée soudaine de M. Olivier lors de leur réunion secrète avait laissé Sarah incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Sarah avait prévu de se présenter devant la commission de discipline et de tout avouer lors de l'audience formelle concernant le vol du collier de sa mère. Mais juste au moment où Sarah s'est avancée pour admettre publiquement sa culpabilité,
Bérengère, se faisant toujours passer pour Coralie, a assumé l'entière responsabilité d'avoir intimidé et extorqué de l'argent à Sarah, même si elle n'avait pas réellement commis ces crimes. Ayant elle-même été victime de violences scolaires systématiques, Bérengère comprenait parfaitement la peur profonde et la solitude écrasante qui remplissaient le cœur de Sarah chaque jour. Cette révélation a laissé Sarah stupéfaite et profondément reconnaissante du sacrifice inattendu de Bérengère. Bérengère a même envoyé à Sarah des poèmes de guérison et des messages d'encouragement, lui disant de ne plus avoir peur. Bérengère a assuré à Sarah que peu importe à quel point la route à venir pourrait être difficile ou à quel point le ciel pourrait paraître sombre, Bérengère serait toujours là à ses côtés en tant que véritable amie. Les émotions de Sarah ont complètement débordé en lisant ces mots gentils. Peut-être que ce n'est que maintenant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être plutôt que de simplement utiliser sa générosité. Tout s'est résolu de la manière la plus positive et la plus réparatrice possible pour toutes les personnes impliquées. Cependant, Sarah a toujours choisi de quitter l'école discrètement plutôt que de faire face à la gêne persistante de la situation. Elle n'a pas oublié de créer des dessins faits à la main pour tous ses camarades de classe, servant à la fois d'adieu sincère et de remerciements sincères pour avoir fait partie de l'expérience de jeunesse partagée de chacun.